Il est tard. L'océan ressemble à une plaque noire, lisse, presque immobile. Le vent ne crie pas. Il murmure. Et dans ce silence, un paquebot gigantesque glisse comme si la nuit lui appartenait. À bord, on rit encore. On parle de confort, de vitesse, de modernité. On parle de cette idée étrange, presque magique, qui circule de bouche en bouche. Insouciament. Comme un talisman. Insubmersible. C'est là que le piège commence. Parce que le Titanic ne va pas mourir dans une tempête. Il ne va pas se briser dans un fracas spectaculaire. Il va mourir dans quelque chose de bien plus dangereux. Une normalité parfaite. On imagine souvent un moment unique. Un choc. Un instant où tout bascule. Comme si l'histoire se résumait à une seule seconde, à une seule faute, à un seul monstre blanc dans l'eau. Mais cette nuit-là, le vrai choc n'est pas ce qui arrive. Le vrai choc, c'est ce qui n'arrive pas. Pas d'explosion. Pas de panique immédiate. Pas de chaos qui annonce la fin. Au début, il y a même une forme de calme. Comme si le navire et ses passagers refusaient d'y croire. Comme si la modernité, par simple prestige, avait le pouvoir d'annuler la réalité. Et c'est ici que la vraie histoire devient plus inquiétante que la légende. Parce que le Titanic ne coule pas seulement à cause d'un iceberg. Il coule parce qu'un système entier, minute après minute, choisit de ne pas voir. Parce que l'information circule mal. Parce que l'autorité rassure. Parce que les procédures ne sont pas faites pour l'impensable. Parce que, sur un navire, tout est hiérarchie, même l'urgence. Ce film n'est pas une romance. Ce n'est pas non plus un procès facile. Ce soir, on va remonter la chaîne. Du mythe insubmersible à la culture de la vitesse. Des messages radio aux décisions dans les coursives. Des règles de sécurité d'une époque à l'illusion d'un confort éternel. On va quitter la surface et descendre dans le mécanisme. Et quand on aura fini, le Titanic ne ressemblera plus à une tragédie lointaine. Il ressemblera à une leçon moderne. Une machine trop sûre d'elle-même, lancée trop vite, dans une nuit trop calme. Parce que le plus troublant, ce n'est pas qu'il est coulé. C'est qu'au moment où il commence à mourir, beaucoup de gens, autour de lui, continuent à croire qu'il est vivant. Et le plus étrange, c'est que personne ne réalise tout de suite que c'est déjà en train d'arriver. Ce que tu crois savoir sur le Titanic tient souvent en 3 images. Un iceberg, des canaux, et une nuit qui avale un géant. Mais si c'était trop simple? Et si la vraie histoire n'était pas celle d'un navire maudit, mais celle d'un monde moderne qui se trompe sur lui-même? Ce film a une promesse. À la fin, tu ne verras plus le Titanic comme un accident. Tu le verras comme un mécanisme. On va répondre à 5 questions. Des questions nettes. Des questions qui font tomber les mythes. Première question. Pourquoi a-t-on parlé d'un paquebot insubmersible? Qui a lancé cette idée? Et comment un mot, répété, peut changer la manière dont on décide? Deuxième question. Pourquoi le Titanic allait si vite, dans une zone à risque? Est-ce de l'arrogance? Ou une culture entière, faite de prestige, de compétition et d'habitudes professionnelles? Troisième question. Que s'est-il vraiment passé au moment de l'impact? Pas dans le cinéma. Dans la réalité physique d'un navire compartimenté. Et dans la logique froide de l'eau qui gagne, compartiment après compartiment. Quatrième question. Pourquoi le sauvetage a été si imparfait? Les canaux, oui. Mais aussi l'entraînement. Les ordres. Les hésitations. Les priorités. Et le poids invisible de la hiérarchie et des classes. Cinquième question. Et surtout, qu'est-ce que cette nuit a changé pour le reste du monde? Dans le droit maritime. Dans les règles de sécurité. Dans la manière dont on organise l'urgence. Et dans notre mémoire collective. Pour faire ça, on va suivre une méthode. Une méthode simple, mais stricte. D'abord, le temps. On reconstruit la chronologie comme un fil. Pas pour réciter des heures, mais pour comprendre à quel moment une décision ferme une porte. Ensuite, le système. À chaque étape, on demandera. Qui savait quoi? Qui décide? Avec quelles contraintes? Et quels angles morts? Enfin, le mythe contre le document. On ne va pas casser des légendes pour le plaisir. On va les replacer à leur place. Ce qui est attesté. Ce qui est probable. Ce qui est amplifié par la mémoire. C'est ça, la règle de cette chaîne. Les nuits de l'histoire, ce n'est pas une histoire qu'on survole. C'est une histoire qu'on traverse, lampe à la main. On avance dans l'ombre. On ouvre les portes une par une. Et on n'accélère pas là où il faut comprendre. Alors maintenant, on peut commencer pour de vrai.
Avant l'iceberg. Avant la panique. Avant la nuit. Revenir là où tout a été décidé. Sans que personne ne croie qu'il décidait de la mort du Titanic. Au début du XXe siècle, l'Atlantique Nord n'est pas seulement une mer. C'est une autoroute. Une ligne de vie. Une scène où l'Europe industrielle se regarde dans un miroir et se dit « Nous sommes invincibles ». Imagine un matin gris à Southampton. Des quais qui sentent le charbon, le sel, la corde mouillée. Des porteurs qui courent avec des malles lourdes comme des vies entières. Des billets pliés dans des mains tremblantes. Et, au-dessus de tout, une obsession. Traverser vite, traverser bien, traverser en sécurité. Mais ce mot « sécurité », dans ce monde-là, ne veut pas dire zéro risque. Il veut dire risque maîtrisé par la modernité. Et c'est là que commence la maladie du système. Parce que plus la technologie progresse, plus le risque devient invisible. Et plus il devient invisible, plus on se permet d'aller vite. Première couche, la géographie et la logistique. L'Atlantique Nord a ses règles. Au printemps, la glace descend. Les courants déplacent des masses silencieuses, parfois énormes, qui n'appartiennent à personne. Les routes maritimes ne sont pas des rails. Ce sont des habitudes collectives. Des couloirs imaginaires tracés par l'expérience, les horaires, les profits. Et ces couloirs passent là où passent tous les autres. Le trajet, lui, ressemble à une chaîne. Belfast construit. Southampton équipe et embarque. Cherbourg prend des passagers. Kingston, en Irlande, ajoute un dernier souffle d'exil. Et puis l'océan, immense, comme un couloir noir. C'est une logistique sans pause qui relie des ports, des banques, des familles, des promesses. Tu peux mettre des dates sur cette montée en puissance. 1907, quand l'idée de ces grands paquebots de luxe se fixe comme un projet industriel. 1909, quand les chantiers s'organisent pour construire plus grand que ce que l'Atlantique a déjà vu. 31 mai 1911, quand la coque du Titanic glisse à l'eau et que la foule applaudit comme si elle applaudissait l'avenir. Et 1912, quand tout est prêt pour la démonstration. Mais ce que ces dates cachent, c'est une course. Une course qui n'est pas toujours la course à la vitesse pure. Parfois, c'est la course au prestige, au confort, à l'idée qu'on peut offrir un monde complet sur une mer hostile. Et cette idée coûte cher. Donc elle doit être rentable. Donc elle doit tourner. Donc elle doit tenir un rythme. Deuxième couche, l'économie et la société. Sur le Titanic, il n'y a pas seulement des passagers. Il y a un monde entier empilé en étages. En haut, les riches. Ils achètent du calme, du bois poli, des tapis épais, des salons où la mer n'entre pas. Ils voyagent avec une certitude, même l'océan doit respecter le confort. Au milieu, une classe qui monte. Ingénieurs, commerçants, familles qui ont réussi. Ils veulent être vus dans ce nouveau temple flottant. Ils veulent appartenir à l'époque. Et en bas, des corps qui cherchent une nouvelle vie. Des gens qui ne traversent pas pour le plaisir, mais pour survivre, travailler, recommencer. Ils portent des valises légères, mais des destins lourds. Et ils traversent une frontière invisible, celle qui sépare ceux qu'on sauve d'abord de ceux qu'on sauve ensuite. Le Titanic n'est pas un navire neutre. C'est une société en miniature. Ses couloirs, ses portes, ses règles, ses accès disent déjà la vérité du monde. Et ce monde-là croit profondément à l'ordre, à la hiérarchie, au fait que, même dans l'urgence, tout doit rester correct. Mais voici le paradoxe. Plus une société croit à l'ordre, plus elle pense être protégée du chaos. Et plus elle se croit protégée, moins elle s'entraîne à l'idée du chaos. C'est une confiance qui endort. Troisième couche, la politique et la croyance. Nous sommes dans un âge où l'Europe se sent au sommet. L'industrie a conquis la nuit avec l'électricité. Le métal a conquis les distances. Et la mer, enfin, semble domestiquée. Dans les journaux, on célèbre les records, les paquebots, les miracles d'ingénierie. Dans les salons, on parle de progrès comme d'une religion douce. Dans les entreprises, on parle de rendement comme d'une évidence. Et dans les institutions, on écrit des règles. Mais ces règles courent derrière le monde. La sécurité maritime, à cette époque, est un compromis. Un compromis entre ce qu'il faudrait idéalement et ce qui coûte trop cher. Entre la prudence absolue et la réalité économique. Entre l'exception et la routine. Et c'est ici qu'apparaît le « mauvais génie » du Titanic. Parce que les grands systèmes échouent rarement par ignorance totale. Ils échouent parce qu'ils savent presque tout, sauf ce qu'ils ne veulent pas regarder. On sait que la glace existe. On sait que l'océan ne pardonne pas. On sait que les canaux sont une question.
On sait que la radio peut sauver, ou ne pas être écoutée au bon moment. On sait tout ça. Mais on croit à autre chose, plus fort. On croit à l'idée que ça ira. Que la procédure suffira. Che la discipline suffira. Que le navire, par sa taille, par sa technique, par sa réputation, a le droit d'être plus confiant que l'eau. Et le Titanic arrive dans ce monde comme une synthèse. Un objet conçu pour rassurer. Un palace conçu pour séduire. Une machine conçue pour fonctionner, encore et encore, sans incident. Et quand une machine fonctionne trop bien, longtemps, elle fabrique une illusion dangereuse, celle de l'habitude. Alors, avant même le départ, tout est déjà en place. Les routes. La saison. La logique commerciale. La gerarchie. La séparation des classes. La foi dans le progrès. Et ce décalage discret entre le réel et ce qu'on préfère croire. Le Titanic n'a pas encore touché la glace. Mais le monde qu'il a produit, lui, a déjà commencé à glisser. Et maintenant, on va entrer dans ce monde par ses visages. Pas des héros. Pas des monstres. Des rôles. Des gens pris dans une mécanique plus grande qu'eux. Et c'est là que l'histoire devient vraiment dangereuse. Le Titanic, ce n'est pas seulement un navire. C'est un théâtre. Et dans ce théâtre, chacun joue un rôle précis, avec une envie, une peur, et surtout un angle mort. Premier rôle, la compagnie. Pour White Star Line, le Titanic n'est pas un rêve romantique. C'est un produit. Un symbole de prestige, oui, mais surtout une promesse commerciale. Elle veut dominer par le confort, par l'image, par la confiance. Elle a une contrainte. Le navire doit être rentable et la réputation doit rester intacte. Son angle mort, c'est que la réputation devient une armure mentale. Quand on a vendu une idée de sécurité, on finit par la croire soi-même. Et cette croyance pousse à maintenir le rythme, à ne pas casser l'élan, à éviter tout geste qui ressemble à une peur. Deuxième rôle, les hommes de la construction et de la technique. Engineers, chantiers, architects navals. Ils veulent faire grand, solide, moderne. Ils vivent dans un monde de calcul, de rivets, de compartiments, d'équilibre. Leur contrainte, c'est qu'un navire n'est jamais absolu. C'est un compromis entre technique, coût, poids, usage, réglementation. Leur angle mort, c'est que la technique rassure, même quand elle ne garantit pas. On sait gérer des risques connus. Mais l'imprévu, lui, se glisse entre les certitudes. Troisième rôle, la passerelle, c'est-à-dire l'autorité en mouvement. Capitaine, officier, chaîne de commandement. Ils veulent une traversée propre, sans incident, sans humiliation. Ils ont une contrainte. Sur un navire, l'ordre est une religion. On ne décide pas en démocratie. On décide vite et on exécute. Leur angle mort, c'est la normalité. Parce qu'un bon marin a été formé pour les tempêtes visibles. Pas pour une catastrophe lente, silencieuse, qui commence par un détail presque banal. Quatrième rôle, l'équipage. Les mains invisibles. Ceux qui servent, chauffent, nettoient, ferment des portes, portent des messages. Ils veulent faire leur travail, tenir la machine, survivre au voyage. Leur contrainte, c'est l'obéissance et la fatigue. Dans un grand système, l'équipage sait rarement toute la vérité. Il reçoit des fragments. Et son angle mort, c'est précisément ça, le tableau d'ensemble. On agit au mètre, au couloir, à la consigne. On ne voit pas encore l'océan entrer dans le destin. Cinquième rôle, les passagers de première classe. Ils veulent la continuité du monde. Le luxe qui protège, la politesse qui empêche le chaos. Leur contrainte, c'est qu'ils vivent dans un cocon social. On ne leur dit pas tout, on les rassure. Leur angle mort, c'est la confiance dans le décor. Quand tout autour de toi est beau, calme, maîtrisé, tu crois que la réalité doit suivre la mise en scène. Sixième rôle, les passagers de deuxième et troisième classe. Ils veulent une chose simple, brutale, arriver. Arriver pour travailler, pour recommencer, pour respirer. Leur contrainte, c'est l'accès. Les couloirs, les portes, les règles, la distance symbolique avec ceux d'en haut. Leur angle mort, ce n'est pas l'orgueil. C'est l'impuissance. Dans un système hiérarchisé, même l'urgence obéit à des chemins imposés. Septième rôle, l'information. La radio, les messages, les avertissements, les routines. L'information veut circuler, mais elle a une contrainte. Elle dépend des hommes, de leurs priorités, de leur attention, de la fatigue, du bruit. Et son angle mort, c'est que, parfois, un message juste ne sert à rien s'il arrive au mauvais moment, ou s'il tombe sur un esprit déjà sûr de lui. Voilà le point essentiel.
Aucun de ces rôles n'a besoin d'être mauvais pour que la catastrophe advienne. Il suffit que chacun fasse ce qu'il croit devoir faire, dans les limites de son rôle, avec ses aveuglements. Et c'est là que l'histoire devient une mécanique. Parce que le système ne s'effondre pas par une grande décision spectaculaire. Il s'effondre à travers des choix minuscules, répétés, cohérents, logiques. Et pourtant fatal. Le naufrage commence avant l'iceberg. Il commence par une semaine ordinaire. Une semaine où tout semble fonctionner. Une semaine où l'on confond confiance et sécurité. 10 avril 1912, Southampton. Le Titanic quitte le quai comme un monument qui se détache de la terre. On embarque dans un futur bien habillé. On serre des mains. On Surrey. Et déjà, la machine impose son rythme, horaire, prestige, traversée propre. Premier petit événement. Ce n'est pas une catastrophe. C'est un signal discret, presque banal. Un avertissement de glace, parmi d'autres, sur les routes de l'Atlantique Nord. Un message qui dit « Attention, la mer n'est pas vide ». Mais dans un monde où l'on reçoit des messages toute la journée, un message n'est jamais une alarme tant qu'il ne se transforme pas en peur. Deuxième petit événement. 12, 13, 14 avril. Les avertissements se multiplient. Ils ne disent pas tous la même chose. Ils ne tombent pas tous au même endroit. Et surtout, ils se heurtent à une réalité humaine, la routine. Sur un navire, l'information ne suffit pas. Il faut qu'elle gagne une bataille invisible, celle de la priorité. Alors l'équipage fait ce que fait un système qui se croit solide. Il absorbe. Il classe. Il continue. On ajuste peut-être. On note. On échange. Mais on ne brise pas l'élan. Troisième petit événement, le plus cruel. La nuit du 14 avril arrive avec une mer anormalement calme. Pas de grandes vagues pour signaler le danger. Pas de bruit pour annoncer la menace. Juste un noir lisse, presque poli, qui donne l'illusion que l'océan coopère. Et c'est là que l'étincelle prend sa vraie forme. Ce n'est pas l'iceberg, encore. C'est la décision collective, implicite, de rester dans la normalité, de maintenir la vitesse psychologique, de ne pas transformer des avertissements en rupture, de ne pas ralentir le monde sur la foi d'un risque qu'on ne voit pas. Autour de cette étincelle, on peut dessiner un petit calendrier. 3 à 7 jours d'accumulation. Des messages qui s'ajoutent. Des habitudes qui résistent. Des priorités qui restent celles d'une traversée réussie. Et un bateau qui continue d'avancer comme si la mer devait, elle aussi, respecter le programme. À ce moment précis, 3 pôles réagissent, chacun à sa manière. Premier pôle, l'autorité du navire. Elle doit décider sans créer de panique. Elle doit préserver l'ordre, parce que l'ordre est sa mission. Et quand l'ordre est la mission, l'urgence devient un problème de discipline avant d'être un problème de survie. Deuxième pôle, la logique commerciale et symbolique. Elle n'est pas un homme qui dit « allons plus vite ». Elle est une ambiance, une pression douce. L'idée qu'un grand navire doit être grand jusque dans sa confiance. Qu'un navire moderne ne se comporte pas comme un navire inquiet. Troisième pôle, les passagers, divisés par le confort et par l'accès à l'information. En haut, on ne veut pas entendre le mot « danger ». En bas, on n'a souvent pas le droit de savoir. Et au milieu, on sent parfois quelque chose, sans pouvoir le nommer. Voilà pourquoi l'étincelle est si puissante. Parce qu'elle ne crée pas la crise. Elle révèle ce qui était déjà fragile. Les angles morts. Les routines. Les silences. La gerarchie. Et quand l'étincelle devient enfin visible, il est déjà tard. Parce que la machine, elle, a commencé à tourner autrement. Mais ce qu'il ne voit pas encore, c'est que un autre engrenage a déjà commencé à prendre. Il faut regarder le Titanic comme on regarde une grande machine économique. Avant d'être un drame, c'est un investissement. Avant d'être une légende, c'est un produit. Et quand un produit coûte trop cher à fabriquer, il impose sa logique à tout le reste. Même à la prudence. On va entrer dans ce mécanisme en 3 cycles. À chaque cycle, une scène concrète. Puis la mécanique, dite simplement. Puis l'effet immédiat sur des gens ordinaires. Et une phrase qui ferme la porte. Cycle 1. Le chantier et la facture. Belfast, les chantiers Harland et Wolff. L'air sent le métal chaud, l'huile, la pluie froide sur la coque. Des hommes montent et descendent des échafaudages comme des fourmis sur une cathédrale. On ne construit pas un navire ici. On construit une promesse de puissance. Le Titanic, c'est de l'acier, du charbon, des mois de travail, des milliers de gestes. Et surtout, c'est un coup.
Un coup tellement lourd qu'il devient une pression invisible sur la traversée. Le Smithsonian rapporte un coût de construction d'environ 7,5 millions de dollars pour l'époque. Quand tu poses une somme de cette taille sur une coque, tu ne veux pas que la coque hésite. Tu veux qu'elle fonctionne. Tu veux qu'elle traverse. Encore et encore. Mais c'est là que la première torsion apparaît. Parce qu'un système cher ne supporte pas l'idée de perdre du temps. Le temps, c'est du charbon. Le temps, c'est un horaire. Le temps, c'est une réputation. Et une réputation, c'est de l'argent futur. Alors le Titanic n'est pas seulement grand. Il est calibré pour être rentable et admiré. Long de plus de 882 pieds et autour de 46 329 tonnes de jauge brute selon le Smithsonian, il est une vitrine flottante. Un objet qui doit prouver quelque chose à chaque mille nautique. Mais ce que l'argent fabrique souvent, ce n'est pas l'arrogance. C'est la continuité. L'obligation de rester dans la normalité. De ne pas casser le récit. De ne pas avoir l'air inquiet. Parce qu'un navire inquiet, c'est un navire qui avoue une faille. Et l'effet immédiat, lui, touche les gens qui n'ont pas de pouvoir. Les chauffeurs qui alimentent les chaudières. Les stewards qui servent sans savoir. Les passagers de 3e classe qui ont payé une place pour une vie nouvelle. Pour eux, la traversée n'est pas un spectacle. C'est un seuil. Et quand la machine doit avancer, leur vie devient une variable d'ajustement. Mais le plus dangereux, ce n'est pas ce que l'argent pousse à faire. C'est ce qu'il pousse à ne pas faire. Ne pas ralentir. Ne pas déranger. Ne pas rompre la belle image. Phrase de fin de cycle. Un système trop cher apprend à ne pas écouter la peur. Cycle 2. Le billet, la classe et la marchandise humaine. Southampton, puis Cherbourg, puis Kingston. Des quais. Des valises. Des familles alignées comme des phrases qu'on n'a pas encore dites. Les ponts du Titanic ressemblent à une ville verticale. En haut le luxe, en bas la traversée nue. Et ce n'est pas seulement une question de confort. C'est une question d'accès, d'information, De priorité. Dans ce mécanisme, les passagers sont à la fois des personnes et des flux. Un flux premium, qui achète le silence et l'illusion de contrôle. Un flux intermédiaire, qui achète la respectabilité. Et un flux de 3e classe, qui achète l'espoir, au prix d'un couloir plus long et de portes plus nombreuses. On peut mettre des chiffres, parce que les chiffres révèlent la structure sociale. Des sources de vulgarisation sur les tarifs rapportent des ordres de grandeur comme 7 livres pour un billet de 3e classe et autour de 870 livres pour une suite de 1re classe. Le détail peut varier selon cabine et saison, mais l'écart raconte déjà l'essentiel. Ce navire vend plusieurs mondes sur une seule coque. Mais voici le point cruel. Quand tu vends plusieurs mondes, tu crées plusieurs vitesses d'existence. Et dans une crise, la vitesse d'existence devient la vitesse de survie. Ce n'est pas un procès moral. C'est une mécanique. Les couloirs, les portes, les stewards, la discipline, tout est pensé pour maintenir l'ordre social en mer. En temps normal, ça rassure. Mais quand le navire est blessé, cet ordre peut ralentir la vérité. Et ralentir la vérité, c'est offrir du temps à l'eau. L'effet immédiat, encore une fois, n'est pas sur les puissants. Il est sur les ordinaires. Sur ceux qui attendent qu'on leur dise quoi faire. Sur ceux qui ne parlent pas la langue des officiers. Sur ceux qui hésitent, parce qu'ils n'ont jamais été invités sur un pont supérieur. Ils ne meurent pas seulement de froid. Ils meurent de distance. Mais il y a pire. Parce que même ceux d'en haut, parfois, ne comprennent pas. Ils sont rassurés par le décor. Par le service. Par la lenteur apparente de la catastrophe. Et c'est ainsi que le produit le plus cher du monde fabrique une illusion partagée. Tout va bien, puisque tout ressemble encore à tout va bien. Phrase de fin de cycle. Quand la société est empilée, l'urgence l'est aussi. Cycle 3. L'information, la radio comme marché, les avertissements comme bruit. Sur l'Atlantique, l'information ne flotte pas dans l'air. Elle dépend d'un fil. D'une oreille. D'un opérateur fatigué. D'un moment où quelqu'un accepte d'être dérangé. La nuit du 14 avril 1912, la passerelle n'avance pas dans le vide. Des navires autour envoient des signaux. Des avertissements de glace. Le récit le plus souvent retenu, c'est qu'il y en a plusieurs, et qu'ils ne deviennent pas tous des décisions. La page de synthèse sur le naufrage rapporte que les opérateurs radio du Titanic reçoivent 6 messages d'avertissement ce jour-là. Mais voici la mécanique, simple et terrible. À bord des paquebots, la radio n'est pas seulement un outil de sécurité. C'est aussi un service. Un service pour les passagers. Un service de messages privés. Et quand l'information devient un service,
Elle obéit à une logique de priorité. Ce n'est pas forcément de la négligence. C'est un ordre du monde. Alors les avertissements peuvent se perdre dans le bruit, ou arriver au mauvais moment, ou être transmis sans poids, parce qu'un message, sans émotion, sans rupture, ressemble à un message de plus. Et dans une machine qui tourne bien, un message de plus ne change pas une trajectoire. Mais c'est là que l'argent rejoint l'information. Parce que ralentir, c'est casser l'horaire. Parce que casser l'horaire, c'est casser l'image. Et casser l'image, c'est toucher la confiance, donc l'argent futur. La machine résiste donc naturellement aux signaux qui demandent une rupture. L'effet immédiat, lui, est presque invisible. Il se passe dans les détails. Un officier qui minimise. Un passager qui continue sa conversation. Un steward qui garde sa voix douce. Un opérateur qui tape un message de confort pendant que la mère annonce autre chose. Et pourtant, l'écart se creuse. Entre ce qui est su quelque part et ce qui est compris partout. Entre l'information et la décision. Entre la décision et l'action. Et plus cet écart grandit, plus la catastrophe devient calme. Parce qu'une catastrophe calme est celle qui n'a pas encore gagné les esprits. Phrase de fin de cycle. Quand l'information devient un bruit, le danger devient une surprise. Voilà le premier chapitre de la machine. L'argent impose la continuité. La classe impose la distance. Et l'information, au lieu de casser le rythme, se laisse parfois absorber par le rythme. Et maintenant, on arrive au point où la matière et l'autorité se rencontrent. Quand le monde réel commence à trembler, le pouvoir répond. Et souvent, il répond en croyant sauver l'ordre A. Ce deuxième chapitre, c'est le cœur humain de la machine. Parce qu'au moment où le Titanic est touché, il ne meurt pas tout de suite. Il entre dans une zone grise. Une zone où l'autorité a encore du pouvoir. Et où chaque mot prononcé peut sauver ou condamner, sans qu'on le sache immédiatement. On va le comprendre, là encore, en 3 cycles. Une scène. La mécanique. L'effet immédiat sur des gens ordinaires. Et une phrase qui ferme la porte. Cycle 1. L'impact et le réflexe d'ordre. La nuit du 14 avril. Le choc n'est pas un fracas de fin du monde. C'est une sensation. Une vibration. Un frottement long. Quelque chose qui n'a pas l'air mortel. Et c'est précisément pour ça que le pouvoir devient dangereux. Parce que l'autorité, sur un navire, est formée pour éviter la panique. Elle a un réflexe professionnel, presque noble. Rasher. Canaliser. Maintenir la dignité. Maintenir la route intérieure. Alors on cherche d'abord à comprendre sans effrayer. On envoie voir. On evalue. On compare. On garde une voix basse. On garde une posture stable. Mécanique. Quand le danger n'est pas immédiatement visible, l'autorité gagne du temps. Mais ce temps n'est pas neutre. Il peut devenir un poison. Parce qu'un navire blessé, lui, ne négocie pas. L'eau n'attend pas que la hiérarchie se mette d'accord. Effet immédiat. Les passagers continuent de vivre dans l'ambiguïté. Certains ne savent rien. D'autres sentent quelque chose. Mais tout le monde lit le même indice, le calme de ceux qui commandent. Et si ceux qui commandent semblent calmes, alors peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être que ce n'est pas réel. Phrase de fin de cycle. La catastrophe commence par une autorité qui réussit trop bien à rassurer. Cycle 2. La chaîne de commandement, décidée sans montrer qu'on hésite. Sur la passerelle, l'autorité n'est pas une personne. C'est une chaîne. Une série de rôles et de procédures. Et dans une chaîne, l'ennemi, ce n'est pas seulement l'erreur. C'est la contradiction. Parce que la contradiction, à bord, ressemble à une fissure dans le monde. Alors quand les informations remontent, on ne les traite pas seulement comme des données. On les traite comme un risque de désordre. On doit décider, oui. Mais on doit décider proprement. Sans perdre la face. Sans déclencher une panique qui deviendrait, elle aussi, une catastrophe. Mécanique. Le pouvoir cherche la décision qui maintient la légitimité. Et souvent, la décision qui maintient la légitimité n'est pas la plus rapide. Elle est la plus acceptable. Celle qui respecte l'image du navire. Celle qui respecte l'idée que tout est sous contrôle. Celle qui permet de croire encore, quelques minutes de plus, que l'ordre est souverain. C'est comme ça qu'apparaît la zone la plus mortelle de cette nuit. Pas l'océan. Pas le froid. La transition. Le passage du monde normal au monde d'urgence. Parce que tant que ce passage n'est pas déclaré, l'urgence n'a pas le droit d'exister pleinement. Effet immédiat. Les stewards reçoivent des consignes incomplètes.
Ils se déplacent entre deux réalités. Ils doivent dire « tout va bien » avec une voix qui ne tremble pas. Ils doivent guider sans révéler. Et certains, en faisant ça, croient sincèrement protéger les gens. Les passagers, eux, deviennent des êtres d'interprétation. Ils lisent les sourires. Ils lisent les portes fermées. Ils lisent les couloirs où l'on chuchote. Et dans cette lecture, chaque minute perdue est une minute offerte à l'eau. Phrase de fin de cycle. Avant de sauver des vies, le pouvoir essaie d'abord de sauver sa cohérence. Cycle 3. L'évacuation, quand la règle rencontre le chaos. Puis vient le moment où l'autorité n'a plus le choix. Il faut sortir des gens. Il faut remplir les canaux. Il faut décider qui monte. Qui attend. Qui passe en premier. Et comment on justifie ce tri sans faire exploser le navire de l'intérieur. C'est ici que la légitimité devient une arme à double tranchant. Parce que l'autorité a besoin d'obéissance. Sans obéissance, c'est la bousculade, la violence, la mort immédiate. Mais l'obéissance a un prix. Elle ralentit. Elle ritualise. Elle transforme le sauvetage en procédure, alors que le temps est devenu une matière rare. Mécanique. La hiérarchie impose une forme de calme qui n'est pas seulement morale. Il est mécanique. Il dicte le rythme. Il dicte les priorités. Il dicte la façon dont les informations circulent. Et surtout, il dicte une chose invisible, qui a le droit d'être au bon endroit au bon moment. Là, la question des classes devient un engrenage. Pas seulement parce qu'on préfère sauver certains, mais parce que le navire lui-même est conçu comme une société compartimentée. Des ponts différents, des accès différents, des habitudes différentes. Des stewards qui gèrent le mouvement, comme on gère une foule dans un bâtiment. Alors la survie devient aussi une question de géographie intérieure. Être près d'une sortie. Comprendre une consigne. Oser franchir une porte. Avoir quelqu'un qui te dit quoi faire, au bon moment. Effet immédiat. Des canaux partent à moitié pleins. Pas parce que tout le monde est stupide. Parce que l'esprit humain est piégé par l'irréalité. On ne remplit pas un canot comme on remplit un wagon. On le remplit quand on a accepté, intérieurement, que le navire peut mourir. Et accepter ça, dans un décor de luxe, avec de la musique, avec des lumières encore allumées, demande une violence mentale. Tout le monde n'y arrive pas à la même vitesse. Phrase de fin de cycle. La nuit du Titanic, ce n'est pas seulement une lutte contre l'eau, c'est une lutte contre l'idée que l'impensable est en train d'arriver. Voilà ce que révèle ce chapitre. Quand le réel commence à s'effondrer, l'autorité essaie d'abord de maintenir l'ordre. Et parfois, ce réflexe d'ordre, nécessaire pour éviter le chaos, devient aussi ce qui vole du temps aux vivants. Et maintenant, on passe au troisième chapitre du mécanisme. Le plus froid. Le plus physique. Celui où la matière décide, sans morale, sans prestige, sans hiérarchie. Vous pouvez croire ce que vous voulez. L'eau, elle, ne négocie pas. Ce troisième chapitre est le plus impitoyable, parce qu'il n'a pas d'intention. Il n'a pas d'ego. Il n'a pas de prestige à protéger. Il n'a pas de panique à calmer. Il n'y a que la matière. Et la matière, elle, dit toujours la vérité. On va le traverser, encore une fois, en 3 cycles. Une scène. La mécanique. L'effet immédiat sur des gens ordinaires. Et une phrase qui ferme la porte. Cycle 1. La blessure, quand un géant est touché sans s'en rendre compte. Après l'impact, le Titanic ne se casse pas. Il continue. Il respire encore. Il garde ses lumières. Il garde son décor. Et c'est cette continuité qui trompe tout le monde. Dans les entrailles, pourtant, la vérité est déjà là. L'eau entre. Pas comme une vague qui renverse tout. Comme une invasion silencieuse. Une pression froide qui pousse, sans fatigue, contre des cloisons conçues pour contenir, mais pas pour l'infini. Mécanique. Un navire compartimenté n'est pas invulnérable. Il est résistant jusqu'à une limite. Le compartimentage n'est pas une promesse de survie éternelle, c'est une promesse de temps. Et ce temps dépend d'un détail crucial. Combien de compartiments sont touchés et comment l'eau circule. C'est là que la physique devient une condamnation lente. Parce que l'eau, en entrant, ne remplit pas seulement un espace. Elle change l'équilibre du navire. Elle alourdit l'avant. Elle fait descendre la proue. Et quand la proue descend, la géométrie du bateau change. Ce qui était une barrière devient une pente. Ce qui était un compartiment devient une marche vers le suivant. Effet immédiat. Pour les chauffeurs, les mécaniciens, ceux qui voient l'eau de près, il n'y a pas de mythe. Il n'y a pas de légende. Il y a le bruit de l'eau qui frappe là où elle ne devrait jamais être. Il y a le froid qui monte. Il y a l'ordre de fermer,
de contenir, de tenir, même quand le corps comprend avant l'esprit que ce combat est perdu. Phrase de fin de cycle. Le Titanic n'est pas surpris par l'eau. Il est trahi par la limite de son propre design. Cycle 2. Le temps qui se rétrécit, quand la lenteur devient l'ennemi. Ce qui tue beaucoup de gens, cette nuit-là, ce n'est pas seulement la violence. C'est la lenteur. Parce que la lenteur donne l'illusion du contrôle. Un navire qui explose déclenche une réaction immédiate. Mais un navire qui s'incline doucement te laisse croire que tu as encore le choix. Que tu as encore 1 heure pour finir un verre. Que tu as encore 10 minutes pour chercher un manteau. Que tu as encore le temps de ne pas avoir peur. Mécanique. Quand une catastrophe est graduelle, elle devient un problème psychologique autant que technique. Chaque minute de calme apparent devient une minute de déni. Et le déni, lui, est rationnel au début. Parce que l'esprit humain n'accepte pas facilement que le monde bascule sans bruit. La pente du pont change, doucement. Les objets commencent à bouger, puis un peu plus. Les portes se ferment. Les couloirs se transforment en labyrinthe. Et le navire, sans le dire, impose un choix, comprendre maintenant ou payer plus tard. Effet immédiat. Les passagers de première classe voient encore des lumières, des visages maîtrisés, une musique qui rassure. Ils se disent que ce n'est pas possible. Ils ont payé pour l'impossible. Ils ont payé pour être à l'abri de l'océan. Les passagers de 3e classe, eux, n'ont pas ce décor pour anesthésier l'angoisse. Mais ils ont une autre prison, la distance, les portes, l'hésitation, le fait d'attendre qu'on leur dise. Et dans une catastrophe lente, attendre, c'est perdre. Phrase de fin de cycle. Quand la mort arrive lentement, elle laisse à chacun le luxe terrible de ne pas y croire. Cycle 3. Le froid et l'océan, le verdict final. Et puis il y a l'Atlantique lui-même. L'eau noire. L'immensité. Le froid qui n'a pas d'ennemis et pas de pitié. Même ceux qui quittent le navire n'entrent pas dans la sécurité. Ils entrent dans une autre épreuve. Un environnement qui n'a pas été conçu pour eux, ni pour leur corps, ni pour leurs vêtements, ni pour leur peur. Mécanique. La mer froide ne tue pas toujours par noyade immédiate. Elle tue par épuisement, par perte de chaleur, par incapacité progressive. Et surtout, elle tue parce que l'océan transforme la survie en durée. Il ne suffit pas d'être vivant après le choc. Il faut rester vivant assez longtemps pour être trouvé. À ce stade, la technique humaine est dépassée par une vérité simple. La nature n'a pas besoin d'être violente pour être fatale. Elle a juste besoin d'être indifférente. Effet immédiat. Ceux qui sont dans les canaux entendent des sons qu'ils n'oublieront jamais. Des voix dans le noir. Des appels qui s'éloignent. Des silences qui tombent. Et la sensation, presque inhumaine, d'être à quelques mètres de gens qui meurent, sans pouvoir les prendre sans mourir avec eux. Et c'est là que le Titanic cesse d'être un navire. Il devient un choix moral imposé par la matière. Un tri involontaire. Un monde où la compassion se heurte à la limite physique. Phrase de fin de cycle. Quand l'océan rend son verdict, il ne distingue pas les classes. Mais les classes, elles, ont déjà décidé qui arrive à l'océan. Voilà le 3e chapitre du mécanisme. La matière a imposé sa loi. Le temps a trahi l'esprit. Et le froid a transformé la survie en mathématiques. Et maintenant, au milieu de ce film, il faut faire une pause nette. Pas pour respirer. Pour comprendre ce que nous avons déjà prouvé. Parce que la suite, ce n'est plus seulement comment ils ont coulé. C'est ce que le monde a dû changer après avoir vu ça. Arrêtons-nous une seconde. Pas pour ralentir l'histoire. Pour verrouiller ce que nous venons de démontrer. Jusqu'ici, le Titanic n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas juste un iceberg. C'est une chaîne. Première pièce. L'argent et le prestige ont créé une obligation de continuité. Un grand navire ne doit pas avoir l'air inquiet. Un grand navire doit tenir son récit. Et quand un récit doit tenir, les signaux qui demandent une rupture deviennent difficiles à entendre. Deuxième pièce. La société du navire est empilée. Des ponts, des portes, des accès, des habitudes. Et dans une crise, cette architecture sociale devient une architecture de survie. Certains entendent plus tôt. Certains voient plus vite. Certains ont le droit d'être au bon endroit. Troisième pièce. Le pouvoir, sur un navire, a un réflexe vital, éviter la panique. Mais ce réflexe peut devenir mortel quand la catastrophe est lente. Parce que la catastrophe lente vole le temps en silence. Elle laisse croire qu'on peut encore attendre, encore comprendre, encore rester correct. Quatrième pièce. La matière, elle, n'a pas de théâtre. L'eau ne négocie pas.
Le compartimentage donne du temps, pas l'immortalité. Et plus la proue descend, plus le navire transforme ses propres cloisons en marche vers la défaite. Donc oui, le Titanic a coulé en une nuit. Mais la nuit n'a été que la scène finale. Le vrai drame, c'est ce qui a rendu cette nuit possible. Et maintenant, la question qui reste, la seule qui compte pour la suite, est simple. Pourquoi le monde a-t-il dû attendre ce naufrage pour changer? Parce qu'après le Titanic, quelque chose se brise au-delà du navire. Une croyance. L'idée que la modernité suffit. L'idée que la taille protège. L'idée que l'organisation, à elle seule, est une assurance. Alors ce qu'on va faire dans la suite du film, c'est basculer. On va suivre la fin de la nuit, oui. Mais on va surtout suivre l'onde de choc. Les commissions. Les règles. Les nouvelles obligations. Et la mémoire collective qui transforme un événement en légende. Et c'est là que la vraie histoire devient encore plus étrange. Parce que le Titanic ne meurt pas seulement dans l'Atlantique. Il renaît ailleurs. Dans des textes. Dans des décisions. Dans des mythes. Dans des films. Dans une leçon que l'humanité répète, puis oublie, puis répète encore. On reprend. Pas au moment où le navire touche l'eau. Au moment où le monde touche la vérité. On revient dans la nuit. Non pas pour la rejouer comme un spectacle, mais pour la lire comme un résultat. Tout ce que nous avons décrit, maintenant, se met à produire ses effets en chaîne. Le navire est encore debout. Les lumières tiennent. La musique tient. Et cette tenue du décor, paradoxalement, devient une arme contre la lucidité. Parce que tant que le décor tient, l'esprit veut croire que le monde tient. Au début, les ordres ressemblent à une précaution, pas à une confession. On demande des gilets. On ouvre des portes. On réveille certains passagers. On parle doucement. On cherche des manteaux. On met la normalité en mouvement, comme si la normalité suffisait à empêcher la catastrophe d'exister. Mais le temps, lui, se contracte. Pas dans les mots. Dans la matière. À l'avant, l'inclinaison change, imperceptiblement. Des objets glissent. Un verre tremble. Une porte frotte. Et sans que la plupart des gens le sachent, la géographie intérieure du Titanic commence déjà à se transformer. La passerelle doit faire deux choses incompatibles. Sauver des vies. Et empêcher la panique. Et quand deux impératifs se contredisent, un troisième apparaît, silencieux. La perte de minutes. Les canaux sont mis en place. On les descend. On appelle. On hesite. On se demande si c'est sérieux. On se demande si c'est raisonnable. On se demande si c'est nécessaire. Et ce questionnement, dans une catastrophe lente, est la forme la plus sophistiquée du déni. Certains passagers montent par obéissance. D'autres par intuition. D'autres par curiosité. Beaucoup parce qu'un steward insiste, avec la politesse d'un hôtel, dans un couloir qui commence à sentir le métal froid. Et c'est là que la nuit devient un tri sans le dire. Pas un tri annoncé. Un tri produit par la distance. Par les habitudes. Par les portes. Par l'accès à l'information. Par le fait de comprendre une consigne du premier coup. Par le fait d'être déjà sur le bon pont, au bon moment. Les premiers canaux quittent le navire avec trop d'air dedans. Pas parce que les gens ne veulent pas vivre. Parce qu'ils n'arrivent pas encore à croire que le Titanic peut mourir. Parce que partir, à ce moment-là, ressemble à une erreur sociale. À une exagération. À une honte. Et l'esprit humain préfère parfois une honte future à une peur présente. La musique continue. Et cette musique n'est pas un détail romantique. C'est un outil. Un dernier outil de stabilité. Une manière de dire, sans mots, que l'ordre existe encore. Que la fin n'est pas arrivée. Et tant que l'ordre existe encore, on peut se permettre d'être lent. Mais la pente grandit. Le navire cesse d'être horizontal. Il devient un plan incliné. Un monde qui fait glisser les corps, les objets, les certitudes. Les couloirs d'avant deviennent plus difficiles. Certains passages se ferment. Certains chemins se remplissent d'eau. Et ceux qui étaient déjà loin de la sortie deviennent encore plus loin, comme si la distance elle-même augmentait. Sur le pont, l'air se refroidit. Et ce froid commence à imposer sa loi. Les mains tremblent. Les voix se cassent. Le confort perd sa fonction anesthésiante. Le luxe, soudain, ressemble à un décor posé sur une tombe. À mesure que les canaux partent, une autre réalité s'installe. Le navire est trop grand. Le temps est trop court. Et la discipline, qui évite le chaos, ne crée pas assez de vitesse. Le Titanic a été conçu pour la stabilité, pas pour l'évacuation parfaite. Puis arrive le moment où la nuit cesse d'être ambiguë. L'inclinaison devient évidente.
La gravité devient un ennemi. Les gens cessent de discuter. Ils commencent à courir. Ou à prier. Ou à se figer. Et dans ces secondes-là, chacun révèle sa vérité intime. Certains deviennent précis. D'autres deviennent enfants. D'autres deviennent pierres. Les derniers canaux s'éloignent. À bord, il reste trop de monde. Trop de vie. Et trop peu de possibilités. L'océan, autour, ne propose pas une sortie. Il propose une sentence. La proue plonge davantage. Et le navire, désormais, ne ressemble plus à une ville. Il ressemble à une structure qui cède. Les bruits changent. Le métal gémit. Les cloisons craquent. Les lumières vacillent. Et l'idée même d'un paquebot insubmersible se dissout dans un bruit de fin du monde qui n'est pas spectaculaire, mais profond, lourd, mécanique. Quand la rupture arrive, elle n'est pas un instant de cinéma. C'est un basculement du réel. Une séparation. Un arrachement. Une masse qui se tord sous sa propre logique. Et tout ce qui restait de récit, de prestige, de politesse, disparaît. Après, il n'y a plus de navire. Il n'y a plus que des points sur une mer noire. Des canaux dispersés. Des lumières lointaines. Des voix qui appellent, puis s'éteignent. Et un silence qui s'installe comme une seconde mort. Et c'est ici que la nuit du Titanic atteint son noyau moral. Parce qu'à partir de ce moment, survivre n'est plus une question de décision. C'est une question de durée. Et la durée, dans l'Atlantique froid, est une violence. Ceux qui sont dans les canaux comprennent quelque chose d'insoutenable. Ils ne sont pas sortis de l'histoire. Ils sont entrés dans une autre. Une histoire où chaque minute est une négociation avec le froid. Une histoire où l'humanité se mesure à ce qu'elle peut faire et à ce qu'elle ne peut pas faire. Et pendant que l'aube approche, très lentement, le monde entier ne sait toujours pas. À terre, la vie continue. Les journaux n'ont pas encore imprimé. Les familles dorment. Et l'événement, déjà, commence sa transformation. De réalité en récit. De recit en legende. De legende en lecon. Quand l'aube arrive, le Titanic n'est plus un navire. C'est un problème mondial. Un scandale moral. Et une question administrative. Parce qu'un drame de cette taille ne reste jamais privé. Il force les États, les compagnies et l'opinion à choisir une version. Et c'est là que commence une autre bataille. Pas dans l'eau. Dans les mots. Dans les lois. Dans la mémoire. On va choisir 5 conséquences majeures. Pas pour tout dire. Pour comprendre ce qui change vraiment quand un système s'effondre sous les yeux du monde. Première conséquence, le prix immédiat, pour les gens ordinaires. Le naufrage ne tue pas seulement une nuit. Il casse des vies sur des années. Des familles qui attendent des lettres qui ne viendront jamais. Des veuves, des orphelins, des immigrés dont personne ne connaît le nom, parce que leur nom n'était pas célèbre. Et, dans les ports, une atmosphère étrange. Comme si la mer avait rendu un avertissement à toute la modernité. Mais il y a un détail cruel. Tout le monde paie, mais tout le monde n'est pas entendu pareil. Dans les journaux, certaines histoires deviennent des emblèmes. D'autres restent des statistiques. Et déjà, la tragédie commence à sélectionner ses visages. Phrase de fin de séquence. Après la nuit, la douleur est réelle, mais la visibilité devient une monnaie. Deuxième conséquence, la panique des élites et le besoin de reprendre la main. Pour les compagnies et les États, le Titanic est une crise de confiance. Parce que si un paquebot présenté comme l'apogée de la sécurité peut mourir si vite, alors c'est tout le récit industriel qui tremble. Et quand un récit industriel tremble, l'économie tremble derrière. Alors on convoque. On audition. On question. On cherche des responsabilités. Et surtout, on cherche une chose, une manière de transformer le chaos en procédure. Mais c'est ici qu'apparaît un réflexe classique des grands systèmes. Ils ne réforment pas d'abord par compassion. Ils réforment pour stabiliser la confiance. Phrase de fin de séquence. Les institutions ne supportent pas le vide, alors elles le remplissent avec des règles. Troisième conséquence, la sécurité maritime bascule de l'illusion vers l'obligation. Avant le Titanic, la sécurité est souvent un compromis discret. Un mélange de normes, d'habitudes, de budgets, d'hypothèses. Après le Titanic, elle devient une exigence explicite. Pas parce que l'humanité est devenue sage en une nuit. Parce que le monde a vu, et que voir crée une contrainte politique. On commence à imposer ce qui, la veille, était négociable. Plus de canaux. Des exercices plus sérieux. Une organisation du sauvetage moins improvisée. Et surtout, une idée simple. Un grand navire doit pouvoir survivre non pas aux risques théoriques,
mais au scénario réel. Mais il y a un piège. Chaque règle nouvelle arrive après un drame. Donc elle ressemble toujours à une réponse tardive. Et la modernité, elle, continue d'avancer plus vite que les textes. Phrase de fin de séquence. Les lois courent derrière la catastrophe, rarement devant. Quatrième conséquence. L'information devient une infrastructure, plus seulement un service. Le Titanic met à nu un point que les gens oublient souvent. Une technologie n'est pas une garantie. Elle n'est qu'un outil. Et un outil ne sauve que si des humains l'utilisent comme une priorité. Après cette nuit, la radio cesse d'être seulement un luxe pour messages privés. Elle devient une question de veille, de discipline, de chaîne d'alerte. Le monde comprend qu'une information vitale ne doit pas dépendre d'un hasard, d'une fatigue, d'une politesse professionnelle. Mais ce qui change surtout, c'est la psychologie. L'idée que la mer n'est pas vide. Qu'elle est un réseau. Et que survivre, parfois, dépend d'un détail invisible, une écoute au bon moment. Phrase de fin de séquence. Une catastrophe peut naître d'un message reçu et mourir d'un message entendu. Cinquième conséquence. L'histoire se réécrit et ce que l'on retient devient une seconde sélection. Très vite, la nuit du Titanic commence à devenir un récit. On cherche des héros. On cherche des lâches. On cherche une morale. Parce que l'esprit humain supporte mal l'idée que tant de morts puissent provenir d'une mécanique banale. Alors certaines figures montent. Certaines scènes deviennent emblématiques. Certaines classes sociales obtiennent plus de place dans la mémoire que d'autres. Et la légende commence à recouvrir le document. C'est ici que la vraie histoire prend son sens le plus dur. Le Titanic ne se contente pas de tuer des gens. Il fabrique aussi une hiérarchie du souvenir. Et pendant que les commissions écrivent, que les règles changent, que les familles pleurent, une chose s'installe dans l'ombre. Une croyance paradoxale. On se dit, on a appris. Et dès qu'on se dit, on a appris, on recommence à se sentir protégé. Mini-hook. Mais ce que l'histoire montre, c'est que la protection absolue n'existe pas. Elle change seulement de forme. Phrase de fin de partie. Le Titanic a coulé en une nuit, mais il a vécu ensuite, dans nos lois et dans nos illusions. À ce point du film, on pourrait s'arrêter sur les faits. Un navire. Une nuit. Un choc. Des morts. Des lois. Mais si on s'arrête là, on rate l'essentiel. Parce que le Titanic n'est pas seulement un événement. C'est un miroir. Il révèle une chose que l'histoire répète, sous des formes différentes. Quand un système devient trop grand, trop prestigieux, trop normal, il finit par croire que la réalité doit s'adapter à lui. Alors je veux te donner 3 lois. 3 règles simples. Pas des slogans. Des mécanismes. Première loi. Quand une technologie rassure, les humains accélèrent. Le compartimentage rassure. La taille rassure. La radio rassure. Le luxe rassure. Et dès que ça rassure, on se permet des décisions plus rapides, plus audacieuses, plus habituelles. C'est le paradoxe. Plus tu te sens protégé, plus tu t'exposes sans le savoir. Le Titanic n'est pas mort parce qu'il était ancien. Il est mort parce qu'il était moderne. Parce que sa modernité a fait naître une confiance plus rapide que la prudence. Deuxième loi. Une catastrophe ne vient pas d'un seul coup. Elle vient d'un écart. Un écart entre ce qui est su quelque part et ce qui est compris partout. Un écart entre l'information et la décision. Un écart entre la décision et l'action. Un écart entre la procédure et le réel. Sur le Titanic, cet écart a été mortel. Des avertissements existent. Des routines existent. Des règles existent. Mais le système continue parce que l'écart n'est pas encore visible. Et c'est toujours comme ça. Le drame n'est pas l'absence de signaux. Le drame, c'est l'incapacité collective à transformer un signal en rupture. Troisième loi. Quand une société est organisée en couches, l'urgence l'est aussi. Les classes sur le Titanic ne sont pas une décoration sociologique. Elles sont une géographie de la survie. Accès. Distance. Information. Authorization. Et quand la crise arrive, cette géographie se transforme en tri. Parfois sans intention. Parfois sans ordre explicite. Mais toujours avec un résultat. Maintenant, je veux ouvrir la fenêtre. Parce que si ces lois sont vraies, alors le Titanic n'est pas une exception. Il est une forme. Premier écho. Les catastrophes industrielles du XXe siècle. Souvent, elles naissent de la même illusion. Tout marche depuis longtemps. Donc tout marchera demain. Et quand tout marche depuis longtemps, l'esprit humain finit par confondre habitude et sécurité. Deuxième écho. Les crises financières.
Ce ne sont pas seulement des chiffres. Ce sont des systèmes qui croient que le risque a été domestiqué. Des modèles qui rassurent. Des produits qui dispersent la peur. Et puis, un jour, la réalité revient, comme l'eau dans une cloison. Troisième écho. Les grands systèmes logistiques modernes. Quand tout est optimisé, le moindre grain de sable devient disproportionné. Parce que l'optimisation supprime les marges. Et sans marge, l'imprévu devient un effondrement. Voilà ce que le Titanic nous force à admettre. Ce n'est pas une histoire de malchance. C'est une histoire de marge. De temps. De lucidité. De limites. Et il y a une dernière chose, plus intime. La légende du Titanic, si elle nous obsède, c'est parce qu'elle raconte notre besoin de croire. Croire que le monde est contrôlable. Croire que la technique suffit. Croire que le prestige protège. Croire que la politesse peut arrêter l'océan. Mais l'histoire ne récompense pas la croyance. Elle récompense l'attention. Alors oui, le Titanic a coulé en une nuit. Mais ce qu'il a vraiment coulé, c'est une idée. L'idée que le progrès, à lui seul, est un gilet de sauvetage. L'histoire ne se répète pas. Mais elle rime. Et quand elle rime, elle nous demande une chose très simple. Regardez les signaux avant la nuit. Il y a une image qui reste, longtemps après les chiffres et les commissions. Une mer noire. Des canaux trop petits. Et un géant disparu, comme si le monde moderne avait été avalé sans bruit. Le Titanic est devenu un mythe parce qu'il a concentré, en une nuit, tout ce que l'humanité aime croire sur elle-même. Que la technique finit toujours par gagner. Que la taille protège. Que le luxe est une armure. Que l'ordre peut dompter le chaos. Et pourtant, la vérité, celle qui fait mal, est plus simple. Le Titanic n'a pas été vaincu par une force surnaturelle. Il a été vaincu par une somme de choses très humaines. Des routines. Des priorités. Des mots qui rassurent. Des portes qui séparent. Des minutes qu'on croit avoir. Quand on dit « le Titanic a coulé », on pense à une fin. Mais une fin, ce n'est jamais seulement un arrêt. C'est une transformation. Le navire a coulé, oui. Mais il a laissé derrière lui une empreinte qui continue. Dans les règles écrites après. Dans les gestes de sécurité qu'on répète dans les ports. Dans les sirènes et les procédures qui existent parce qu'une nuit a prouvé que l'impossible arrive. Et dans cette phrase silencieuse que chaque époque prononce, sans s'en rendre compte. Cette fois, c'est différent. C'est ça, le piège. Chaque époque croit que sa modernité la protège. Et chaque époque découvre, un jour, que la modernité change seulement la forme du risque. Alors si tu dois garder une seule idée de cette vraie histoire, garde celle-ci. Le Titanic n'est pas la leçon d'un iceberg. C'est la leçon d'un système qui a cru que la normalité était une garantie. Parce que le drame le plus profond n'est pas le moment où le navire se brise. C'est le moment où, quelque part, avant la brisure, une décision aurait pu ralentir. Et n'a pas ralenti. Dans les nuits de l'histoire, on ne regarde pas le passé pour se divertir du malheur. On le regarde comme on regarde une nuit noire avec une lampe. Pour reconnaître, dans l'ombre, les formes qui reviennent. Si tu veux, on peut continuer ensemble. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus frappé dans cette histoire. Le mythe de L insubmersible. La chaîne de décision. Le rôle des classes. Ou cette lenteur terrible qui laisse croire que tout va bien. Et surtout, dis-moi quel autre mythe moderne tu veux qu'on démonte dans une prochaine nuit. Un autre naufrage. Une autre catastrophe industrielle. Un autre événement où l'humanité a cru maîtriser et a découvert une limite. Abonne-toi si tu veux traverser d'autres nuits avec moi. Parce que certaines histoires ne servent pas seulement à savoir. Elles servent à voir. Et maintenant, on éteint la lampe. Pas parce que l'histoire est finie, mais parce que la mer, elle, continue.